Bonjour, c'est Mario Labrec encore une fois. Donc, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de podcast. Je m'ennuyais un petit peu et j'avais des sujets aussi à parler aujourd'hui. Donc, je vous reviens tout de suite après la pause. Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. Donc, je vous reviens après, je pense que c'est une bonne semaine, si c'est pas 10 jours que j'ai fait un dernier podcast. Et je voulais placoter un petit peu de tout. J'en reviens pas comment il y a des choses qui se passent présentement, autant publiquement à l'Assemblée nationale ou ailleurs dans le monde qui se passe peut pas, qu'on peut quasiment pas passer à côté de ça quand même. On a des choses qui sont dures à croire, que les gens, j'espère, vont se souvenir quand vont venir les élections là, à l'automne pour essayer de changer un peu le minding des gens, le minding de la province, en fait. Je vous parle un peu, j'ai vu hier, il y avait un débat entre autres, Charest et Poilievre pour le Parti conservateur au Canada au niveau fédéral. On veut un chef du Parti conservateur et il y a des débats présentement. Il y en a eu un hier en anglais. Charest et Poilievre se sont échangés, je pense, de bons points. Je ne sais pas comment ils vont sortir de ça exactement, mais à l'heure qu'il est, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du parti, parce que oui, je suis ça un petit peu comme tout le monde. Là, je ne suis pas maniaque de politique non plus, mais je suis les choses quand même. Puis j'ai vu que Charest donnait des claques à Poilievre et Poilievre donnait des claques à Charest assez fortes, je pense, dans le milieu. Même ça parlait que c'était peut-être des choses qui devenaient un peu problématiques au niveau du parti. Mais bon, l'important, je pense, c'est de justement débattre de points tels qu'ils le font présentement et ça devrait se faire à tous les niveaux. Et c'est de valeur parce que, bon, Charest, je pense je sais pas, il s'est lancé là-dedans, mais je suis pas sûr que c'est une bonne, que ça va être une bonne décision de sa part de s'en aller se battre là-dedans parce que je suis pas sûr qu'il va remporter en bout de ligne, mais on sait jamais. Euh, il y a probablement des appuis forts. J'imagine s'il s'est présenté, c'est parce qu'il y avait des appuis forts. Mais Poilievre est celui qui ramasse un peu la popularité présentement. C'est quelqu'un qui veut du changement. C'est quelqu'un qui appuie plein de choses. Et hier, justement, il a parlé. Charest a bavé un peu Poilievre en disant qu'il avait euh, appuyé le convoi des truckers à Ottawa. Je dois dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le pourquoi des troqueurs. Oui, le premier but était de couper la question du passeport vaccinal, l'obligation vaccinale là, pour traverser les lignes, autant d'un bord que de l'autre, je pense. Mais c'est aussi, je pense, que ça l'a rejoint beaucoup de gens au niveau liberté. Liberté dans le sens large, dans le sens où les gens ne veulent pas se faire obliger des choses. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de mis là-dedans, des dons du monde qui ont donné à ce convoi-là, mais aussi une question de vouloir remettre les choses comme elles étaient avant, ou même encore mieux, donner plus de pouvoir aux gens et arrêter de vouloir contrôler les gens. Moi, je suis plus du genre, justement, à vouloir laisser les gens faire un peu qu'est-ce qu'ils veulent, laisser les gens se mettre dans la merde quand ils veulent se mettre dans la merde. C'est leur choix à eux. Et ça tombe drôle parce que là, le débat sur l'avortement ressort aux États-Unis. On ne sait pas trop pourquoi c'est sorti, là, mais bon, c'est ressorti et ça se répercute un peu de notre côté aussi. Quoique j'espère qu'ils ne toucheront pas à ça, puis que c'est juste une question de placotage. Mais on entend Legault qui dit, entre autres, que lui, il est pour le pro-choix, qu'il est pour la liberté et tout ça.
alors qu'il était prêt justement à mettre plein de monde à la porte parce qu'il n'était pas vacciné, parce que les gens avaient fait des choix qu'eux autres trouvaient importants de ne pas se faire vacciner, exemple. Mais lui, il voulait les mettre dehors, ces gens-là. Il était prêt à mettre à la porte les employés de l'État et même de plusieurs... Il suggérait aux compagnies de faire de même. Je pense que c'est pas une bonne avenue à prendre. Puis c'est juste drôle parce que on dirait qu'il est pour pro-choix au niveau de l'avortement, mais il n'est pas pour pro-choix à d'autres niveaux. Alors que ça devrait être, tu prônes la liberté de choix à tous les niveaux. Un peu comme la liberté d'expression. La liberté d'expression, tu peux pas juste dire oui, j'accepte la liberté d'expression en autant que tu dis comme moi ou en autant que tu m'attaques pas. Mais non, mais c'est pas une question d'attaque, c'est une question d'être capable de dire ce qu'on veut. Je pense qu'on a un certain problème à ce niveau-là, dans plusieurs niveaux. Les gens veulent pas que d'autres pensent autrement. Les gens, beaucoup de gens, pas les gens, parce que c'est pas la majorité, quoique à entendre ce qu'on entend à la radio, puis à la télévision, puis dans les journaux, dans les médias en général, tout le monde est concerté vers le même but. C'est qu'ils veulent que tout le monde pense de la même façon. Ils veulent implanter des artistes, ils veulent implanter une façon de vivre, ils veulent implanter, plein de choses, mais il n'y a pas personne qui a le droit de dire, on peut-tu questionner, on peut-tu avoir une autre opinion, nous, qui est différente. Fait que ça, c'est un certain problème de société qu'il faudrait régler, je pense. Puis je sais pas jusqu'à quel point, exemple, Poilievre semble être la bonne personne dans cette avenue-là. Il semble vouloir aller vers ce point-là au niveau Canada. Mais au niveau provincial, ça semble être Éric Duhem qui veut prendre un peu le même chemin, de laisser les libertés aux gens, de laisser le choix aux gens, tout simplement. S'ils veulent se faire vacciner, ils se font vacciner. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Ils sont conscients des risques et ils prennent la décision en connaissant les risques, tout simplement. C'est un peu pareil au niveau avortement, c'est un peu pareil, à tous les niveaux. Je pense qu'on devrait laisser les gens parler, on devrait laisser les gens décider, mais aussitôt que quelqu'un ne dit pas, ne pense pas de la même façon que l'élite, c'est pas nécessairement qu'ils sont meilleurs. Là. L'élite, là, c'est selon moi ceux qui prennent la place, ceux qui passent dans les médias, ceux qu'on voit partout, ceux qui sont dans la gang, on va les nommer l'élite, mais c'est pas vraiment l'élite en tant que telle, selon moi. C'est plutôt une question de penser tous de la même façon. C'est là qu'on a un problème, selon moi. Puis c'est de valeur parce que comme moi, je prends le micro, je donne mon opinion, comme je viens de dire. Je suis un peu celui qui se lance là-dedans, je pense, au niveau immobilier, parce que j'ai pas vu d'autres personnes se lancer en donnant son opinion pour ne pas déplaire à une certaine clientèle ou à un certain nombre de personnes, à des amis, à de la famille. Moi, je pense que je dois donner mon opinion comme elle est. J'ai le droit et je pense que tout le monde a le droit de donner son opinion, même si elle n'est pas comme la mienne. Même si quelqu'un ne pense pas comme moi, il ne faut pas l'empêcher d'en parler. Il faut justement voir la façon dont la personne le voit, ses arguments, argumenter avec, débattre. Puis c'est là que la société avance, selon moi. C'est là que les idées sortent. La façon de voir, des fois en parlant avec quelqu'un, tu dis « Ah, ben oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais crime, pourquoi on le fait pas de telle façon? » Ça amène à améliorer les choses dans la vie. Selon moi, tout le temps, c'est toujours mon opinion. Là. C'est bien le titre de mon podcast, de toute façon. Fait que je pense qu'on peut faire quelque chose de bien en n'ayant pas la même opinion. Puis il faut être capable d'accepter que quelqu'un veut en parler, veut en débattre avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui n'a pas la même opinion. C'est simple, c'est une règle de base, je pense, qu'on semble vouloir mettre en dessous du tapis au niveau du gouvernement, au niveau des médias, au niveau de l'élite, comme j'ai dit tantôt.
Les gens veulent faire en sorte que tout le monde pense de la même façon et personne n'a le droit de penser autrement que de cette façon-là. Ça, c'est un problème. J'ai vu des choses, ben, je donne l'exemple, Jeff Fillion qui est parti de choix, qui n'a pas renouvelé son contrat parce qu'ils ne sont pas entendus sur les termes, je pense, du contrat. Il voulait avoir plus d'argent pour être capable pas pour être capable, mais pour l'aider, lui, à vouloir accepter de se faire écœurer par l'élite, de se faire écœurer par une partie de la population qui même, je pense, sont allés même à écœurer ses enfants ou à poivrer ses enfants sur Facebook et Instagram, etc. Là. Il y en a qui sont allés jusque-là, je pense. Alors que le gars, il fait juste donner son opinion, puis c'est de l'opinion, des fois, oui, c'est des choses pour provoquer, c'est des choses pour... Mais en même temps, c'est bon de provoquer des débats d'idées, de provoquer des nouvelles façons de penser. Ne pas chercher à empêcher celui qui ne pense pas comme toi de parler. Je pense que Jeff Fillion est quand même un bon gars pour ça. Il aime faire ça, mais il n'a jamais refusé de parler à des gens, même si les gens ne pensent pas comme lui. Je pense que c'est plus l'inverse qui se passe, c'est que les gens ne veulent pas débattre avec lui parce que lui accepte de débattre de ses points. Et c'est pas parce qu'il débat de ses points qu'il n'est pas respectueux de la personne avec qui il va débattre. Et ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais écouté ou ils ont écouté des bouts qui ont été coupés dans des émissions, qui ont été coupés dans des entrevues. Donc, on n'a pas l'ensemble de l'entrevue, on n'a pas l'ensemble de l'émission. Moi, je vous dis que je l'ai écouté à ses débuts aussi. J'ai une portion où j'ai arrêté d'écouter quand il a traversé. J'ai été abonné un peu dans ses débuts de Radio Pirate. Puis après ça, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps, j'avais pas la façon de l'écouter, là, ça me plaisait pas par Internet. Et là, je suis revenu écouter la radio traditionnelle parce que j'écoutais plus la radio traditionnelle non plus quand Jeff Fillion avait quitté. Et là, je suis revenu à la radio traditionnelle quand Fillion est revenu à Choix, ou même il est revenu à Bell avant ça. Et ça m'a remis la radio sur on dans l'auto au lieu de mettre de la musique directement. C'est ce que j'écoutais dans la radio, c'est-à-dire, c'est ce que j'écoutais dans l'auto, tout simplement. C'était des choses qui étaient sur mon téléphone, qui étaient, entre autres, j'ai des Alexa que je me sers régulièrement, donc j'en ai même dans l'auto. Fait que j'écoute beaucoup de musique à partir de là. Mais Fillion m'a ramené à la radio normale. Puis là, quitte la radio normale, je me suis réabonné à Radio Pirate cette semaine, justement, pour continuer d'écouter. Les façons d'écouter sont plus simples qu'elles étaient quand il a commencé Radio Pirate. Je pense qu'il y a un marché énorme qui s'en va vers là aussi. J'ai vu, justement, je pense qu'il est 5e podcast au Canada présentement cette semaine. J'espère que les gens vont continuer d'appuyer ça, même si on n'est pas d'accord avec toutes les opinions. C'est important de les débattre, ces opinions-là. C'est important d'être capable d'en parler. C'est important de pouvoir placoter de ces choses-là. Juste être capable d'entendre l'opinion de l'autre, de ne pas chercher à le mettre de côté, de ne pas chercher à l'enfermer parce qu'il ne pense pas comme je pense, exemple. Ben, je pense que ça devient important de faire ça, puis d'être capable de débattre d'opinions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est assez simple. Et Fillion le fait, il est rendu en podcast seulement, accepte d'à peu près de prendre n'importe qui en entrevue. Il est capable de débattre d'à peu près n'importe quel point. C'est un gars qui est extrêmement au courant d'un peu tout. Oui, des fois, on est d'accord. Oui, des fois, on n'est pas d'accord. Mais l'important, c'est qu'il ne faut pas l'enfermer dans un coin, dans une boîte, puis le fermer, puis l'entendre. C'est important d'entendre ces gens-là qui ont quelque chose à dire, quelque chose d'autre à dire que la majorité de l'élite, comme on va les appeler.
Donc, c'est ça qui est bizarre avec les gens. Ils veulent pas entendre d'autre chose que ce qu'ils pensent. Et aussitôt qu'on dit un point, on est catégorisé, même les amis, la famille, peu importe. Ils veulent, ah non, 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 ferme-toi, t'as pas raison. Mais pourquoi? L'idée, c'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est d'être capable d'en parler et justement d'en débattre. Mais ça semble pas le cas pour tout le monde. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on s'en aille vers là. La liberté d'expression, justement, devrait inclure ces choses-là. On devrait être capable de parler de choses. Je vous parle pas de déblatérer sur une personne directement. C'est pas une personne. Tu sais, les gens, des fois, vont dire ah, telle personne chiale contre telle personne, puis ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas la personne, c'est son opinion qu'on peut poser des questions, qu'on peut challenger, autrement dit. Mais ça veut pas dire qu'on est contre la personne en tant que telle. La personne peut être une très bonne personne quand même. Elle pense pas comme moi, c'est tout. Et elle a le droit de penser pas comme moi. C'est ça qu'il faudrait que la majorité comprenne et que ça redevienne à ce niveau-là. Je pense que c'est important d'être capable de le faire. Et je voulais vous parler également du M, j'en ai parlé un peu. Du M, et je pense que c'est quelque chose. J'ai hâte de voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont probablement. Qui vont appuyer probablement Éric Duhem à la prochaine élection, mais qui n'en parlent pas, justement pour cette raison-là, parce que s'ils en parlent, ils passent pour des nonos, du monde qui n'ont rien compris, du monde qui savent rien, qui sont pas au courant des choses. Fait qu'il y a mieux se fermer. Mais rendu aux élections, j'ai hâte de voir si ces gens-là vont appuyer Duhem pour tenter de faire bouger le temple, là, de changer la manière de voir les choses, d'être capable, même si c'est pas Duhem qui entre comme premier ministre, exemple. Mettons que c'est Legault qui va revenir. Mais j'espère que la montée de Duhem va faire en sorte que Legault va devenir meilleur et va s'ajuster aux gens qui, justement, vont avoir été du côté de Duhem. Parce que c'est plate à dire, mais je me souviens pas, c'est dans quoi donc? C'était-tu au Canada ou aux États-Unis? Je pense que c'est au Canada qu'il y a plus de gens qui n'ont pas voté pour Trudeau qu'il y en a qui ont voté pour. Mais il est élu quand même. Fait que ça, c'est, je pense, problématique aussi. On a un problème au niveau de la structure de vote, comment ça fonctionne, parce qu'en réalité, les gens, comme j'ai dit, là, si je me souviens bien, c'est au Canada. Même j'ai vu en France, je pense que c'est la même chose en France. Il y a plus de gens qui n'ont pas voté pour Macron que ceux qui ont voté pour Macron. Fait qu'il y a beaucoup d'autres partis, il y a trop d'autres partis, ça divise le vote, mais en même temps, c'est plate parce que celui qui gagne, oui, il a le plus de votes que les autres, mais la majorité des gens n'ont pas voté pour cette personne-là. C'est un problème d'éthique à quelque part. Il y a un problème quelque part qui devrait être corrigé d'une façon, je ne sais pas exactement, là, je ne me suis pas penché sur la façon qu'on pourrait corriger ça, mais je pense qu'on va avoir le même problème ici au Québec à l'automne. C'est qu'on va se ramasser avec, oui, peut-être un gouvernement de la CAQ, mais pas nécessairement élu par la majorité des Québécois. Ça, c'est un problème qu'il faudrait régler dans les prochaines années, dans les prochaines élections. Autant au fédéral qu'au provincial, j'imagine, là, mais ça ne doit pas être facile de le régler. Là. Comme je vous dis, j'ai pas validé, j'ai pas travaillé là-dessus, j'ai pas étudié ça non plus. C'est pas mon intention non plus d'aller voir exactement ces points-là. Et justement, d'être capable d'en débattre, que des gens puissent se présenter puis donner cette façon de voir-là en pleine face pour dire, ben oui, mais oui, M. Legault, vous avez été élu, mais par moins que la majorité du monde, autrement dit. Les gens n'ont pas voté pour vous, ils ont voté ailleurs que vous en majorité. Et quand même, la façon dont c'est fait, il va devenir premier ministre quand même.
Fait que j'espère que Duhem va challenger ça, que la montée de Duhem va être assez forte pour aller poser justement un peu, pas un piège, mais aller poser une façon de voir que le premier ministre n'aura pas le choix de changer ses méthodes, d'essayer de réaménager la façon de faire. Et la transparence, je pense qu'elle n'est pas là au niveau de la CAQ. On s'aperçoit là, depuis un bout, il sort des brides d'informations. Encore au niveau ingénieur, je pense que c'est hier ou avant-hier qui sont sortis. Pont de Québec, Pont-Pierre-Laporte serait dangereux selon les ingénieurs du gouvernement parce qu'ils sont en moyen de pression. Ils sont je dirais bien ça, là, ils sont sortis, ils sont sans contrat de travail, quelque chose du genre. Là. Donc, ils sont comme pas en grève, mais en moyen de pression. Et ils ont sorti des informations au niveau des ponts. Ça fait pas l'affaire du gouvernement. On a vu Bonnardel qui s'est mis à crier un peu en disant que c'était n'importe quoi. Alors que probablement que l'information, elle est probablement bonne. C'est juste qu'il fallait pas la sortir et garder les gens ignorants. Ce que le gouvernement a fait depuis des années, ne sort pas la bonne information, ne travaille pas ou ne prend pas des décisions en fonction des choix qui devraient être pris pour aider le peuple, pour aider le monde. Moi, je pense que le gouvernement ne fait pas la job. Et c'est comme j'ai dit, c'est mon opinion, bien simple, bien facile, mais c'est pas... Je trouve dommage qu'on soit pas capable, qu'on soit rendu là à cacher un paquet de choses qui devraient être sorties. Un peu comme la pandémie, la question des masques. Bon, pourquoi les masques? Oui, on a annoncé que ça serait fini à partir du 14 mai prochain. Pourquoi le 14 mai et non pas le 6 comme aujourd'hui? Ça changerait rien, selon moi, à ce que les masques deviennent non obligatoires aujourd'hui versus le 14. Est-ce qu'il y a des gens qui vont continuer à le porter? Je pense que oui. Pourquoi? Pour différentes raisons. Probablement par habitude. Deuxièmement, par la peur qui a été inculquée pendant toutes ces années-là, les 2-3 années qu'on vient de passer. Est-ce qu'une majorité va le porter la journée qu'on va avoir le droit de l'enlever? Personnellement, je penserais que non. Je pense que beaucoup de gens vont laisser tomber le masque la première journée. Je vous dirais que moi-même, ça va être terminé le 14, aussitôt qu'on n'aura pas l'obligation de le porter. Ça va être terminé. Beaucoup de gens alentour de moi pensent comme ça aussi. Ils vont le terminer. Fait que je sais pas la réalité. Probablement qu'à la télé, ils vont nous montrer juste des gens qui vont continuer de le porter. Parce que ça a l'air fou de monter des gens qui veulent pas le porter. C'est ce qu'on fait depuis le début de la pandémie, de toute façon. Puis les raisons de faire ça sont assez simples aussi. Les gens dans les médias sont payés par le gouvernement. Donc, c'est assez difficile pour eux d'être objectifs au niveau de nouvelles, de challenger le gouvernement, d'aller poser des questions embêtantes au gouvernement. Pourquoi? Ben, parce que les subventions arrivent du gouvernement pour les chèques de paye. Je pense, je ne sais pas si c'est partout comme ça, mais dans les endroits où c'est, entre parenthèses, civilisé, on va appeler ça comme ça, ça ne devrait pas exister que le gouvernement est mêlé aux médias et les médias devraient être complètement indépendants, être capables de poser des questions, être capables d'aller enquêter, de faire sortir des choses au niveau des décisions gouvernementales. Mais non, on ne le fait pas ici. On est pris dans un carcan, on est pris dans la machine. Puis on en a entendu des choses là, au niveau parlementaire. Des gens qui posaient trop de questions, se voyaient retirer leur accès au Parlement, se voyaient retirer leur accès pour poser des questions. Ils étaient mis de côté parce que justement, ces gens-là posaient des questions que le gouvernement ne voulait pas entendre comme questions. C'est pas normal aujourd'hui, en 2022, d'entendre ça, de voir ça, puis de... Fait qu'imaginez tous ceux qui ne parlent pas pour ne pas justement se faire tasser. C'est du chantage en d'autres mots.
qui se passe, mais ils peuvent pas en parler. S'ils en parlent, ben ils se font mettre de côté, ils perdent leur job, etc., etc. Fait que c'est des choses qui devraient pas exister présentement, et surtout pas pendant la pandémie, alors que ça a fait l'inverse. Les gouvernements ont augmenté leur participation dans les médias, les subventions, la publicité qui est des subventions déguisées. Ça devrait pas être comme ça. C'est plate, c'est plate comment on est rendu, mais c'est comme ça. Les gens ont peur de poser des questions, les gens ont peur de donner leur opinion pour ne pas froisser une gang de collègues de travail, pour ne pas froisser des amis également. C'est assez bizarre comme situation comment je dirais bien ça? C'est assez bizarre quand même qu'on soit rendu là, qu'on soit pas capable de parler entre adultes, qu'on soit pas capable de dire, ben, tu sais, t'as peut-être raison, t'es en train de me convaincre que j'avais tort. Ça se peut, parce que moi, mon opinion aujourd'hui, demain n'est probablement pas la même. Pourquoi? Parce que je vais avoir écouté des différents points de vue, je vais avoir entendu des reportages, je vais m'être forgé une autre idée peut-être ce soir en écoutant d'autres choses, et mon opinion demain devient différente de celle d'aujourd'hui parce que j'ai justement débattu ou j'ai entendu des gens débattre des mêmes points, puis je me suis fait une meilleure idée pas du problème, mais de l'opinion justement d'un sujet, entre autres. J'ai mon père qui va avoir 90 ans dans quelques mois, qui a attrapé la COVID la semaine dernière. J'ai pas eu l'information directement, mais bon, mon frère, ma soeur ont fait des vérifications, puis supposément qu'il aurait attrapé la COVID. Il semble qu'il n'a pas de symptômes. Moi, je lui parle, puis il n'y a pas de symptômes. Même en fin de semaine, moi, je suis allé le chercher. Il est venu manger avec nous un dîner. Il semble qu'il serait positif au moins depuis vendredi dernier. Donc, quand il est venu avec nous, il était positif, supposément. Il n'y avait aucun symptôme, il n'y avait aucun problème. Venait de recevoir, je pense qu'il est rendu à sa 4e dose. Et en recevant la 4e dose, tombe positif. Est-ce qu'il y a un lien ou aucun lien? J'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a une genre de petite éclosion où il est. Il est dans une résidence de personnes âgées privées. Et là, ils ont appelé pour dire de vérifier parce que là, il est sorti et il devrait pas sortir. Il est parti manger au restaurant de Normandin. Il devrait pas manger au Normandin. Fait qu'il nous demande aux enfants de s'occuper de ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a rien à faire de notre côté. Quand même qu'on l'appelle, mon père, oui, c'est correct. Demain, il ne se souvient pas de ça. Là. Il y a de la misère à se souvenir des choses qui viennent de se passer. Fait qu'imaginez, quand on lui parle de ça, puis surtout qu'il n'y a pas de symptômes, surtout qu'il n'est pas malade, ben ça fait en sorte que lui, dans sa tête, il n'est pas malade, il n'y en a pas de problème. Hier, j'y ai parlé hier soir, puis justement, j'y expliquais, j'ai dit, écoute, reste normalement 5 jours. De ce que j'ai compris, la règle présentement, c'est 5 jours d'isolation. Donc, s'il a été positif vendredi, aujourd'hui on est vendredi, ça fait longtemps que le 5 jours est passé, il reste un 5 jours à partir de mercredi dernier pour garder son masque presque tout le temps, sauf dans son appartement même. Je pense qu'il a compris, mais comme j'ai dit, probablement que ce matin, quand j'ai parlé hier soir, ce matin, probablement qu'il a complètement oublié tout ce qu'on a parlé hier, de toute façon. Fait que ça ne changera rien. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va aller se promener? Est-ce qu'il va mettre son masque? Je le sais pas. On peut pas les attacher. On peut pas rien faire. Il a fait son 5 jours réglementaire. Il doit mettre son masque, mais les masques sont obligatoires dans les sorties. Fait que logiquement, s'il sort, qu'il va à l'épicerie, qu'il va à quelque part, il va être obligé quand même de mettre son masque. Fait que ça ne changera pas grand-chose en bout de ligne à ce niveau-là. Fait qu'il devrait... Mais tu sais, c'est juste pour dire que
il a presque 90 ans et il n'a pas de symptômes, n'a pas de problème, puis a testé positif. Fait que c'est comme pas facile de lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête, qu'il faut qu'il reste chez eux. C'est pas le genre à rester chez lui non plus. Mais comme j'ai dit, c'est même pas par malice ou n'importe quoi, c'est parce qu'il s'en souvient pas. Comme je dis, on parle avec, puis des fois, il va radoter, il va dire des choses, mais... Fait qu'imaginez, à ce niveau-là, c'est la même chose, là. Pour lui, il a jamais été malade, il a jamais... Puis c'est vrai aussi, là, mon père, je pense qu'il a jamais été malade en tant que tel, à part ça, des blessures de travail, mais à part ça, c'était pas quelqu'un qui était malade. Puis quand il était malade, je me souviens pas une fois que mon père s'est levé un matin pour dire « Ah, je vais pas travailler parce que j'ai mal à la tête, parce que je suis malade, parce que je file pas. » De mémoire, là, j'ai jamais vu mon père manquer une journée parce qu'il était malade. Jamais, 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 jamais. Oui, il a sûrement été malade dans le sens de pogner des grippes, des sortes de choses comme ça, mais ça ne l'a jamais empêché de continuer de travailler, etc. Les seules choses qui ont empêché, c'est les blessures, justement, comme j'ai dit. Mais à part ça, c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. A travaillé pour lui presque toute sa vie, a travaillé pour d'autres après pour continuer de justement travailler parce qu'il ne pouvait pas arrêter de travailler. Mais c'est quelqu'un qui est quand même résistant aux microbes si on en croit ce qu'on a eu. Et ce qu'il dit, puis c'est ça qu'il dit justement, ah, du moins ça me dérange pas. T'sais. Fait que c'est plus difficile de faire comprendre qu'il faut qu'il arrête. Mais là, si les délais qu'on nous a dit sont ce qu'ils sont, ben en réalité, il est supposé de rester avec un masque jusqu'à lundi. Mais c'est obligatoire de toute façon d'avoir un masque dans les endroits publics. Fait que... En tout cas, je ne sais pas comment ça va terminer, mais au moins le côté COVID, ben, il va l'avoir passé, puis on va avoir moins un stress là, qui l'attrape. Au moins pour quelques mois, il va être clair de ça si on se fie à ce qu'on entend. Mais comme je vous dis, nous, dans la famille, on l'a eu, toute la gang. Puis, vous voyez, on était avec mon père en fin de semaine. Fait que logiquement, il était positif. Il a embarqué dans mon auto, il a mangé avec nous, tout s'est passé comme normal. Fait que si on avait ou si on a d'affaires à le repogner, ben je pense qu'on avait on avait la recette idéale hier, pas hier, mais en fin de semaine dernière, pour retomber dans le mot de la COVID. Toute la famille. Les masques, c'est terminé le 14, c'est parfait. Je pense que j'espère que les gens vont respecter les choix des autres, de le porter ou de ne pas le porter. Peu importe la décision, l'important, c'est de respecter l'opinion de l'autre et non argumenter contre ou pour faire passer des gens qui sont caves, soit caves parce qu'ils le mettent encore ou caves parce qu'ils ne le mettent pas. Faut respecter ça, je pense. Faut retomber comme on était et puis améliorer ce côté-là, d'essayer de mettre des gens de côté parce qu'ils ne pensent pas de la même façon que nous. Je suis courtier immobilier, comme vous le savez, donc je vous parle un petit peu de l'immobilier. L'immobilier, le problème qu'on a encore depuis le début de la COVID, c'est le manque d'inventaire, le manque de maisons à vendre. Je parle pour la région de Québec. La région de Québec, les gens, on entend, tu sais, la bulle, les maisons sont trop chères, ça n'a pas de bon sens, je vais mettre ça de côté. On voit qu'il y a une certaine stabilité qui cherche à reprendre, mais il reste que le gros problème, c'est qu'on n'a pas d'inventaire. Et pourquoi on n'a pas d'inventaire, selon moi? Ben, ça reste justement les personnes âgées qui ont décidé de ne pas vendre leur propriété, qui ont décidé de rester chez eux parce qu'ils ne veulent pas s'en aller en résidence de personnes âgées ou en CHSLD. Ils ne veulent pas prendre la chance de se faire enfermer encore par le gouvernement. Et toutes les personnes âgées qui avaient des gens dans des résidences ou dans des CHSLD ont probablement eu la même réaction. C'est qu'ils ont eu connaissance que les gens se sont fait embarrer dans la bâtisse.
COVID ou non COVID, ils se sont fait embarrer dans la bâtisse. Et j'ai mon père, justement, que je parlais. Ben lui, quand c'est arrivé, la première chose qu'il a faite, il m'a appelé et il m'a dit achète, trouve-moi une maison. Il voulait avoir une maison pour ne pas être embarré dans la bâtisse. Fait qu'imaginez les frères, les sœurs, beaux-frères, belles-sœurs de ces gens-là qui ont été embarrés, qui les appelaient, qui se faisaient expliquer qu'il y avait un garde à la porte et qui ne pouvait pas sortir, qui était embarré comme dans une prison. Ça n'a pas donné le goût à ces gens-là de s'en aller en résidence ou en CHSLD. C'est clair. Fait que, est-ce que le marché immobilier va redevenir du jour au lendemain avec un inventaire fort? Selon moi, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va se faire graduellement. Les gens vont, dépendant du seuil de tolérance de chacun, il y a des gens qui vont dire bah, ben, c'est passé, c'est fini, on passe à d'autres choses, puis on vivra plus ça, puis la peur n'est pas là. D'autres ont peur énormément, donc vont attendre jusqu'à la dernière seconde. Fait que je pense que le marché va remonter, l'inventaire va remonter tranquillement par les gens, les personnes âgées qui vont remettre en vente et qui vont prendre la décision de s'en aller en résidence. Il y a plein de résidences qui se construisent encore flambant neuves. Nous, dans notre coin à Québec, il y a plein de places qu'on voit de la construction de résidences de personnes âgées autonomes, privées. Fait que ça va amener un inventaire de maisons usagées à remonter parce il va falloir qu'il va falloir qu'ils les louent, là, ces chambres-là, ces pièces-là, dans les résidences de personnes âgées. Il y a des gros buildings qui se font. Fait que ces gens-là vont louer, vont laisser leur maison. Fait qu'on va revenir à un inventaire plutôt agréable et le marché va reprendre un peu son petit train-train comme c'était avant. Et le prix, selon moi, les prix ne baisseront pas. Les prix vont rester pas mal ce qu'ils sont présentement. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est pas une bulle, c'est plutôt une correction de marché qu'on a eue dans la région de Québec. Moi, je compare tout le temps les maisons à construire aujourd'hui. Bon, ben, si une maison se vend 450 000 aujourd'hui, d'après moi, on est capable de la construire pour à peu près le même montant. Selon moi, ça reste logique, ça reste normal. Donc, c'est pas une bulle. Contrairement à si on s'en va à Montréal, juste à Montréal, il y a une énorme différence. Fait que construire coûte le même prix, mais elle vaut 250 000 de plus. Ça devient un problème. Et c'est là, je pense que les autres vont peut-être avoir peut-être des petites corrections. Sinon, ça va arrêter d'un coup, ça va bloquer. Et il va y avoir peut-être un peu plus de maisons sur le marché. Ça va stagner au niveau des montants. Les taux d'intérêt sont montés un petit peu. Il est question que ça monte encore un petit peu. Donc, si ça monte encore un petit peu, il y a des gens qui vont mettre en péril, justement, l'idée de s'acheter une maison parce que les taux d'intérêt vont avoir monté. Et ça va... C'est sûr que c'est pas le fun non plus, les taux d'intérêt qui montent, là. Ça apparaît sur le portefeuille des gens, ça apparaît sur le budget des gens. Si 1% sur 300 000, exemple, là, 1% sur 300 000 d'hypothèque, ben c'est 3 000 de plus d'intérêt par année. Donc, si c'est 3 000 divisé par 12, on arrive peut-être à 200, mettons, je fais un chiffre rond, à 275 par mois de plus parce que le taux d'intérêt a monté d'1%. Ça va paraître là, dans certains foyers. Là. Fait que je ne sais pas comment ça va s'égaliser, combien de temps ça va durer. Je pense pas qu'on va se ramasser avec des taux d'intérêt de 8-9%, mais il reste que juste 1%, comme je viens de vous donner l'exemple, ça va paraître dans certains ménages et certains couples. Et ça va créer des chicanes, ça va créer des séparations, ça va créer des ventes de maisons. C'est plate, là, mais c'est comme ça que ça va se passer. Ça devrait pas, mais bon, c'est comme ça que ça va se passer. J'ai vu Guy Lafleur qui est décédé la semaine dernière. Le service funéraire a eu lieu cette semaine. Mon opinion bien simple, je pense qu'il y a trop de gens qui ont pris la place de Guy Lafleur au niveau médiatique.
le gouvernement, un paquet de monde qui se sont appropriés les funérailles. Je pense qu'on aurait dû penser juste Guy Lafleur et non je suis là, regardez, je prends la peine de venir, je rends hommage à Guy Lafleur. C'est pas ça qu'il aurait fallu faire, mais bon, l'important, c'est que les gens se souviennent de Guy Lafleur. Euh, Moi, je l'ai connu au hockey, je l'ai connu peut-être un petit peu sur le tard parce que j'ai quelques années de moins que, entre autres, mon frère. Mon frère a grandi, lui, vraiment avec Guy Lafleur. Tandis que moi, je l'ai connu plus à la fin. C'était un joueur, on ne peut pas passer au travers de ça, on ne peut pas passer à côté de ça. C'était tout un joueur. On le voit encore aujourd'hui, on regarde ses jeux versus ce qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment. Le gars, il l'avait. Imaginez s'il avait évolué aujourd'hui. Je pense qu'il aurait été encore meilleur que ce qu'il était parce que ça accrochait énormément dans ce temps-là. Et aujourd'hui, ça accroche peut-être un petit peu moins. Il y aurait eu plus de glace, je sais pas. Mais il reste que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a passé dans l'histoire, qui va demeurer dans l'histoire, je pense. Pas juste au Québec, mais au Canada, mais même dans le monde entier, Guy Lafleur semblait être connu et reconnu pour ce qu'il était. Oui, un joueur de hockey pas impeccable, mais vraiment extraordinaire. Mais aussi, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur la personne qui était Guy Lafleur, la personne qui semble avoir être demeuré comme il était et il n'était pas hautain, euh, profitait des gens qui étaient avec, peu importe le statut des gens qu'il était avec. Fait que c'est une perte, c'est sûr, mais en même temps, je pense qu'on va faire de la place à Guy Lafleur quand même s'il est décédé aujourd'hui. Ce qu'on aurait peut-être dû faire, c'est avant qu'il soit décédé, de faire de la place. Le Canadien, je pense, a eu certains problèmes d'image avec l'histoire Guy Lafleur. Est-ce qu'on a tenté de refaire cette image-là? Peut-être un peu. Pourquoi on n'avait pas... on n'a pas fait beaucoup d'allusions de Guy Lafleur avec les Rangers quand il a recommencé, quand il s'est représenté. Ni avec les Nordiques. On n'a presque pas entendu parler de ces deux épisodes-là. Le Canadien a pris beaucoup de place. Oui, la majeure partie du travail que Guy Lafleur a fait, c'est avec les Canadiens, mais en même temps, il a pris sa retraite un peu forcée. On lui a mis les mots dans la bouche pour prendre sa retraite. Et la preuve, c'est que 3 ans ou 4 ans après, c'est 3 ans, je me souviens bien après, il est revenu au jeu puis il était compétitif encore. Fait que ça veut dire que les 3 ans qu'il a perdus, il aurait fait probablement un excellent travail. Ça aurait jamais dû sortir de Montréal. Il aurait dû rester à Montréal, peu importe la job qu'il aurait faite. Selon moi, il aurait dû rester à Montréal. Mais bon, on peut pas remettre les choses. C'est fait, c'est terminé. Mais je trouve dommage que le Canadien a probablement fait une façon d'essayer de tenter de récupérer la situation au point de vue des fans. Et ça semble avoir fonctionné. Dommage qu'on n'ait pas vu Guy Lafleur plus avec la question des Nordiques et avec la question des Rangers. Je pense qu'on aurait dû démontrer que le gars, il était pas fini quand il a pris sa retraite. On n'en a pas entendu parler beaucoup. On a vraiment gardé le cap avec le Canadien. Est-ce que la famille était d'accord avec ça? Probablement. Est-ce que lui aurait été d'accord avec ça? Peut-être pas à 100% parce que j'ai vu une entrevue qu'il avait fait avec Arcan il y a quelques années, puis il brassait un peu, il brassait l'organisation du Canadien un petit peu dans cette entrevue-là, puis ça aurait dû, selon moi, peut-être être amené d'une autre façon avec les Rangers et les Nordiques. Je pense qu'on aurait dû profiter de ces passages-là aussi dans l'histoire de Guy Lafleur. Je vous dirais que ça complète un peu ce que j'ai à dire. Ben oui, il y a la guerre en Ukraine, il y a, bon, est-ce que la Russie a raison, pas raison? C'est assez difficile de comprendre tous les points au niveau de la guerre. Est-ce qu'on a la bonne méthode?
pour essayer de calmer le jeu, autant aux États-Unis que mondialement. Je sais pas. C'est un bout que je commence à trouver difficile à comprendre. C'est plus difficile. Je pense que c'est pas simple comme les gens en parlent à la télé, que Poutine est un écœurant, puis que l'autre est une merveille. L'Ukraine versus la Russie. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Puis encore là, je pense que les médias font en sorte qu'on cristallise les gens vers l'Ukraine. Tout le monde doit être pour l'Ukraine aujourd'hui. Je la connais pas l'histoire exactement. J'ai pas fouillé tout ça, mais j'entends des choses d'un bord et de l'autre. Puis je me dis peut-être qu'on n'est peut-être pas au courant de toute l'histoire de ces deux places-là, de ces deux pays-là qui sont en guerre présentement. Puis est-ce qu'un a raison plus que l'autre? Je ne sais pas. Mais dans l'histoire qu'on semble vouloir nous faire croire, parce que c'est rendu comme ça ici, on essaye à tous les niveaux, on veut nous faire croire des choses et non faire des reportages qui vont nous expliquer les deux côtés. On est tendancieux tout simplement dans chaque reportage qu'on fait. On dirige l'opinion tout simplement. C'est ce qui est plate dans la télévision, dans les reportages, dans les médias, qu'on entend, qu'on voit, qu'on écoute, qu'on lit. On n'a plus l'objectivité comme on avait avant, selon moi. Et c'est un côté qu'il faudra remanier. Il va falloir toucher à ça. Je pense que je trouve pas ça logique qu'on soit rendu là. Ça fait plusieurs fois que je le dis peut-être dans mon podcast, là, mais c'est vraiment, selon moi, quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça devrait pas... Un journaliste ne devrait pas donner son opinion ou diriger l'entrevue d'une telle façon, ou diriger le reportage, mettre en phase une opinion, autrement dit, qu'on veut qu'à la fin du reportage, les gens disent « Ah oui, moi je suis pour l'Ukraine » ou « Ah oui, c'est un écœurant Poutine ». Ça devrait pas être ça. Ça devrait être « Voici les deux côtés, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, voici pour qu'est-ce qui a amené là, qu'est-ce qui a amené Poutine à faire ça. » Bon, et après ça, les gens pourraient se faire eux-mêmes leur opinion et non prendre l'opinion du supposé journaliste qui a donné son point de vue carrément et non amener des faits comme il doit le faire normalement. Mais je pense qu'il en reste juste un ou deux qui font ça. Il y en a un, la Radio-Canada, qui a fait une bonne job, qui fait encore une bonne job au niveau gouvernement. Il amène des points, il questionne, il va chercher de l'information. C'est vraiment... Ça semble être un bon journaliste, mais probablement qu'il doit avoir énormément de pression, ce gars-là, pour le forcer à embarquer dans les rangs. Il doit avoir énormément de pression, autant du gouvernement que des employeurs et des collègues qu'il a au niveau journaliste. Il doit en avoir qui doivent dire tu poses trop de questions, ferme-toi parce que tu vas avoir des problèmes. Je sais pas. C'est dommage qu'on soit rendu là. Ça devrait pas être comme ça. Donc, j'avais noté aussi le marché au niveau Internet, les commandes par Internet. J'ai remarqué, j'ai fait quelques commandes sur Amazon et le shipping semble redevenir à la normale. Je pense qu'Amazon prend moins de Poste Canada, prend moins de sous-traitants que ses sous-traitants standards, là, qui est... je me souviens même plus du nom parce que je veux le dire, mais je viens d'en avoir une livraison justement il y a quelques minutes, là. Et j'ai eu une autre commande qui a été perdue cette semaine. Je devais avoir la livraison, je pense, c'est dimanche dernier, puis jamais eu de nouvelles. Amazon a tout simplement remboursé la commande. J'ai recommandé, puis j'ai eu le produit justement aujourd'hui. Est-ce qu'il va rentrer plus tard, le premier qui est perdu quelque part? Je ne le sais pas. Mais Amazon m'a remboursé sans poser d'autres questions, sans problème. Je pense que le service est quand même excellent à ce niveau-là. Puis là, ben, si on redevient avec des livraisons rapides comme on a connu d'Amazon, ben, ça va faire en sorte que les gens vont continuer à faire des achats là-dessus. La job, elle se fait, les prix sont corrects, les prix sont bons,
La livraison se fait, les échanges sont faciles. On retourne quelque chose parce que ça ne fait pas, c'est facile. Pourquoi le Québec, on a de la misère encore avec nos magasins, nos marchands dans le coin qui sont plus difficiles à ça, justement, les retours, tout est compliqué. On ne veut pas faire ça simple, fait que ça fait en sorte que beaucoup de gens achètent sur Amazon. Et beaucoup de firmes du coin, de compagnies du coin, vendent sur Amazon aussi. Là. Amazon, c'est pas juste des choses qui viennent d'ailleurs. Là. Vous pouvez, en tant que commerçant, vendre votre matériel sur Amazon par l'intermédiaire d'Amazon. Fait que ça fait en sorte que, oui, Amazon, c'est pas québécois ou canadien, peu importe, mais il reste que ça fait travailler du monde quand même du coin. Les livreurs, ils ne travaillent pas aux États-Unis, ils travaillent ici. Là. Tout le monde qui travaille à livrer, les entrepôts, toute la machine, elle est quand même en partie ici. Là. Fait que oui, la base est peut-être aux États-Unis, mais il reste qu'on a créé une base au Canada également, puis qu'on a créé un marché des employés. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de travail qui se fait en rapport avec Amazon. Donc, beaucoup de salaires, beaucoup de gens qui travaillent aux dépens d'Amazon. Il ne faudrait pas être contre Amazon, mais plus pour Amazon et tenter de s'ajuster à Amazon. Pas tenter de le battre. Je pense que les gens qui veulent le battre, c'est peut-être pas la bonne façon. Je pense qu'on devrait plutôt, pas s'associer, mais embarquer dans ce phénomène-là et profiter de la popularité qu'Amazon a présentement, puis embarquer dans cette façon de travailler-là. Ça va probablement aider les entreprises du coin à avancer, à aller plus loin, encore une fois, au lieu de créer un à côté comme le panier bleu, qui est encore pas fonctionnel, je pense, qui n'est pas encore transactionnel non plus. C'est une farce. Ils ont rendu à je ne sais pas combien de millions. Ils ont annoncé, je pense, encore un 800 millions, quelque chose de genre, là, d'investissement, ou un 800 000, je ne me souviens même plus. C'est 800 000, je pense, qu'ils ont encore annoncé cette semaine d'investissement pour rendre le site transactionnel. Je pense que Desjardins et la Banque nationale vont participer également. On ne devrait pas s'acharner à ça. On devrait plutôt tenter d'embarquer dans la vague qui semble très bonne depuis plusieurs années avec Amazon, puis de grossir cette machine-là, les aider également, en grossissant nous-mêmes. Donc, ça résume un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais tenter de revenir un peu plus rapidement. Je trouve que je l'ai fait peut-être un peu long, mes podcasts, mais en même temps, peut-être que j'en fais pas assez. Peut-être la méthode serait peut-être à améliorer au niveau des podcasts, justement, de faire des plus petits podcasts, des plus courts, mais les faire plus souvent. Donc, je vais tenter peut-être de faire ça à l'avenir, changer la façon de faire au lieu de faire des podcasts de 45 minutes ou quasiment une heure. Ben, peut-être de faire des 15-20 minutes, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être plus facile à suivre et tout ça. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible, facilement rejoignable à peu près de toutes les façons. Là. Vous avez mes coordonnées, vous avez mon nom, faites une recherche. Et peu importe la plateforme, vous allez me trouver, là, soit en podcast, soit au niveau du courtage immobilier. Je suis facilement repérable à quelque part. Donc, ça me fait plaisir. S'il y a quoi que ce soit, ne soyez pas gênés. Donnez-moi des commentaires. Donnez-moi des sujets que vous aimeriez que je traite. Si vous avez des questions sur mon opinion en tant que telle, aucun problème avec ça. Je suis capable de donner mon opinion et de débattre des points que je connais. Puis d'écouter également. C'est pas juste de dire je vais donner mon opinion, mais je suis capable d'écouter celle des autres et d'argumenter selon moi, ma façon de penser à moi. Ça me fait plaisir et à la prochaine.